Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 8 février. Je voulais ajouter une petite planche ici qui manquait. Vision synoptique, plus timing, plus cui bono. On va parler de l'affaire Epstein aujourd'hui. Et donc, donnez-moi un thumbs up sur le son, sur l'image. Dossier Epstein, comment produire un effet viral? Il y a beaucoup de questions avec ce qui se passe. On va regarder premièrement l'impact de ce qui a été diffusé. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais là, évidemment, c'est que ça continue à faire des vagues. On en a pour des mois, potentiellement des années à parler de ça. C'est super le fun parce qu'on en parlait à Radio-Québec il y a 7 ans. On en parlait en 2018, presque 8 ans. On parlait de ça il y a presque 8 ans. C'est comme... Et après une longue traversée du désert où l'ensemble des médias francophones du Québec et de la France me sont tombés dessus en disant que j'étais un fou, Guillaume Lepage, à tout le monde en parle, c'est quoi un complotiste? Un pédo satanique. Et là, tout sort. C'est comme... il y a eu des phases ultérieures, des phases antérieures de révélation du dossier, des dossiers Epstein, mais c'était juste pas assez. Regardez comment il a fait. Il y a eu la première phase avec les cartables, où est-ce que ça a été comme finalement rien. Après ça, il y a eu une deuxième déclassification. Il y a des noms qui sont sortis, on en avait parlé, on a fait un web journal là-dessus. Il y a des gens qui ont démissionné déjà. Là, il y a une troisième, là, c'est comme une troisième vague de déclassification. Il y a d'autres démissions comme Jack Lang et le Lord Mandelson et Sweeney, le bras droit de Keir Starmer, le premier ministre anglais. Ça commence à bouillir. Ça commence, c'est comme, il commence à y avoir des effets et c'est juste le début, là. C'est juste le début. Tout n'a pas été déclassifié. Puis là, il y a les pilules noires qui disent, qui ont repris du service, là, comme la barmaid anorexique, là, qui dit qu'il n'y a rien qui se passe et que c'est tout pareil et que c'est comme Trosse de Plane, c'est comme finalement... un truc pour rester passif alors que ça a toujours été fight, fight, fight. Mais il y a même Ken Pereira qui est revenu, genre me narguer lors de la dernière vidéo sur les commentaires Rumble. Il y a eu les attaques de Rudy Reichstadt la semaine d'avant, rappelez-vous, contre moi, Radio-Québec, Alex Cossette-Trudel. Pourquoi il y a eu pourquoi ça ressort ces attaques? Pourquoi les pilules noires ressortent tout d'un coup comme des zombies, là, comme... Pourquoi il y a des attaques de Conspiracy Watch sur Alexis, sur Radio-Québec, etc. Ben, c'est parce qu'il faut évidemment réduire la crédibilité. Parce qu'on en prend beaucoup de crédibilité là, avec ce qui se passe. On en prend beaucoup de crédibilité parce que de plus en plus de personnes commencent à dire, c'était vrai ces histoires de tunnels et de pédosatanisme sur l'île d'Epstein. QAnon avait raison. Des gros noms, là. On en a, avant d'y aller dans le détail, dans l'analyse, on va peut-être faire un petit victory lap, là. On va voir ce que les gens disent maintenant, parce que c'est ça, comme je dis, ça a été dur, tu sais. Quand je suis allé sur le plateau de Martineau en 2019, là, je me rappelle même plus c'est quoi le nom de l'émission, là, puis j'ai parlé de pédosatanisme. Là. Il y a personne qui parlait de ça au Québec à ce moment-là. Et j'ai pris une méchante volée dans les médias, comme on dit au Québec. Et finalement, le même Martineau qui m'interviewait à l'époque, maintenant, commence à se dire, il y a du vrai là-dedans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui... Et donc, il y a un réveil massif. C'est ça que je dis ici quand je dis crédibilité et impact, le Rubicon franchi. Traverser le Rubicon, c'est comme quand Jules César a traversé le fleuve Rubicon avec ses légions romaines pour aller prendre Rome. Là, le Sénat romain lui avait interdit de traverser le Rubicon avec ses légions, puis il a comme transgressé l'ordre du Sénat romain, puis il a finalement été... il s'est rendu jusqu'à Rome et est devenu empereur, etc. Traverser le Rubicon, c'est faire quelque chose où est-ce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et donc là, ici, en termes de crédibilité et d'impact, il n'y a plus de retour en arrière. Il faut comprendre, c'est ce que je vais expliquer dans Vision synoptique, timing et cui bono. Il faut avoir une vision d'ensemble. Il ne faut pas être comme des mulots de l'info. Il faut avoir une vision d'ensemble de la stratégie de déclassification. Comme j'ai dit, on est rendu à la troisième phase. Pourquoi il y a eu 3 phases? Il faut comprendre les cas antérieurs, comme le Pizzagate, comme l'affaire du trou, etc. Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans les cas antérieurs? Pourquoi Pizzagate a été éteint instantanément en 2016?
Et c'est devenu un truc de conspiration et on n'en a plus parlé. Les médias ont été capables d'éteindre ça et de tourner la page alors que tout était validé dans les courriels de John Podesta, etc. Normalement, il aurait dû avoir des enquêtes de police et tout, mais ça a été éteint. Et donc, quand on regarde la façon dont les cas antérieurs ont été traités par les médias, l'État profond, etc., on s'est dit, chez les patriotes, qu'il fallait adopter une attitude différente avec l'affaire Epstein. Parce que c'est compréhensible, ça, qu'on ne pouvait pas y aller à la Pizzagate, juste comme sortir des trucs puis y arriver avec des arrestations sans que le public soit prêt, sans que... en fait, il y a plein de préalables avant. Donc, une déclassification comme en profondeur. On est rendu à la 3e étape, il va y avoir une 4e étape, etc. Et qui va mener éventuellement, oui, à des arrestations s'il n'y a pas de recul en arrière. Et donc, c'est ça, donc, vision synoptique, timing et cui bono. Vision synoptique, on va voir la stratégie de révélation des patriotes ici dans ce web journal-ci. Timing, hein, c'est ça, c'est sûr, on arrive, il y a comme, on est rendu à la 3e batch de révélation. Et cui bono, j'avais d'autres choses à dire là-dessus, je l'ai oublié, mais et cui bono, est-ce que finalement, les révélations que Trump a signées, là, il s'est arrangé avec des histoires de fausses chicanes, Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie. Il s'est arrangé, on a tout expliqué ça, la théorie de la fausse chicane, de faire en sorte que ce soit ces deux personnes-là qui... On a expliqué comment Marjorie Taylor Greene, c'est une fausse chicane, etc. Et c'est la même chose avec Thomas Massie, parce que le gars, c'est un républicain impeccable. Il y a en termes de ses votes au Congrès, c'est impeccable sur toute la ligne. Et il y a Michael Flynn Jr. qui le défend sur Twitter. Et donc, il s'est arrangé pour... on a déjà expliqué ça auparavant, la stratégie des mains propres. Trump veut se garder les mains propres. J'ai tellement de choses à dire, ça sort tout d'un coup, là. Donc, Trump veut se garder les mains propres parce qu'il y a de la diplomatie là-dedans. Évidemment, Israël est impliqué dans le dossier Epstein. Tout le monde le dit. Le Mossad, c'est un agent du Mossad, etc. Il travaille pour Mossad, CIA et tout. Il doit ménager. Il y a des personnes autour de Netanyahou que, peut-être que Trump veut ménager, etc. Et donc, il y a comme Trump doit faire le balancier entre la justice qui doit être rendue et la diplomatie pour avoir la paix au Moyen-Orient. Donc, c'est ça toujours comme ça quand on est au pouvoir, il y a toujours différents enjeux dont il faut peser les conséquences et c'est toujours un art c'est futambule, hein, celui qui marche sur une corde avec la pôle comme ça. Et donc, Trump, il va avec les déclassifications parce que Trump, comme je dis, s'est arrangé pour que ce soit Marjorie Taylor Greene et Massie qui poussent. Il s'est arrangé avec l'effet Streisand pour faire en sorte que Elon Musk qui disait Trump est dans les dossiers, etc., que les démocrates le demandent. Trump a lui-même créé une dynamique inarrêtable pour la déclassification des dossiers Epstein et signe la publication. Et finalement, il la signe. Trump signe la publication des dossiers. Il la signe finalement, la publication des dossiers Epstein. Et quand je dis que Trump a organisé une dynamique inarrêtable pour la publication des dossiers Epstein, pensez à la dynamique qu'il a créée au Canada lors de la dernière élection. J'ai tout expliqué ça, comment il s'est arrangé en disant 51e État, nous allons vous annexer, c'est inévitable, etc. Il s'est arrangé pour avoir Mark Carney en place. Comment il a créé une dynamique qui écartait Poilievre et qui a placé Mark Carney en place. C'est avec lui qu'il voulait négocier. On y reviendra, j'en ai parlé il y a comme 2-3 web journaux. Et là, donc, il est capable de créer ce genre de dynamique sociale. Et là, il a créé une dynamique sociale, une espèce d'effet boule de neige. Il a fait augmenter, il a élevé les attentes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut produire un effet viral? Il y a deux stratégies. La stratégie Streisand, c'est-à-dire, non, n'en parlez plus. J'espère qu'on va tourner la page là-dessus. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Regarde, si tu dis il n'y a rien à voir, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et la même chose avec, tu crées un scandale. Le scandale, quelque chose de scandaleux va attirer les regards. Et le fait de dire ne regardez pas là aussi va attirer les regards. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Trump a créé une dynamique sociale, une dynamique politique où la divulgation est inarrêtable.
Ça lui permet, en sous-contractant ça aux démocrates et en sous-contractant la divulgation à des personnes avec qui il est supposément en chicane, Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie, ça lui permet, ça lui garde les mains propres. Il peut dire à Netanyahou, comme tu regardes, je l'ai déjà expliqué ça, je fais ce que je peux, mais c'est comme ça vient des démocrates et mais il y a des personnes aussi qui sont, il y a des amis Trump, il y a des personnes autour de lui, des milliardaires, etc. Et ça lui permet d'avoir des mains propres et montrer qu'il n'est pas, et aussi montrer que ce n'est pas une vengeance politique. On a expliqué tout ça. Tout ce, donc, ça lui permet d'avoir les mains propres, tant au niveau de la diplomatie au Moyen-Orient avec Netanyahou, pour la création d'un État palestinien, par exemple, la paix dans la région des accords d'Abraham. Ce n'est pas un ennemi de Netanyahou. Et aussi, ça maintient ses relations, mais il a créé une dynamique où la divulgation est devenue inarrêtable et il a finalement signé la publication des dossiers d'Epstein. Okay? Donc, allons-y avec certaines des réactions. Donc, comme je vous dis, un des impacts directs de ça, c'est la crédibilisation. On nous disait que Q, c'était... on nous disait que Pizzagate, c'était de la fraude. On nous disait que Q aussi, c'était de la fraude, etc., etc. Or, maintenant, tout le monde semble s'accorder sur le fait qu'il y avait du vrai là-dedans. Et ça, c'est un pas de géant. Prenons seulement Bill Maher qui dit essentiellement qu'on devrait, qui pense à s'excuser à Q. Je m'excuse, je suis hyper nerveux, puis ça part sur les chapeaux de roue. Là. J'en ai parlé à plusieurs reprises de Bill Maher, donc qui s'était moqué de QAnon et puis finalement qui était comme revenu un peu comme pro-Trump. J'avais parlé de lui à plusieurs reprises. J'avais dit que c'était potentiellement une personne retournée. Et là, cette semaine, il a dit qu'il devait des excuses à QAnon. Imaginez ça. C'est à la télévision, c'est un démocrate, ça. Ils se sont moqués de Q et finalement dit qu'il devrait s'excuser. And, you know, having known this, I have to also do a mea culpa to QAnon. QAnon, okay? I'm big enough to say, QAnon, you are more right about this than I admitted or lots of other people admitted. QAnon, and see, I'm always trying to find the grand bargain. You know, like I'm always trying to put something on the table that says, okay, this is where I'm wrong, or so how about something from you? So I'm going to do that to this tonight again, QAnon. I'm going to say, you were more right about this. But Democrats don't eat babies. Democrats don't eat babies. Bon, OK. Mais il dit, tu sais, sur la question Epstein, etc., QAnon avait raison. Il y a aussi, si vous regardez les podcasts aux États-Unis, il y a d'autres podcasts qui avaient attaqué QAnon, dont le podcast de Andrew Schultz, qui est un très gros podcast aux États-Unis et pas aussi gros que Joe Rogan, mais qui a comme des millions de vues et lui aussi s'excuse finalement. Schultz, sur Q. Oh, Gates allegedly got the STD? No. Doctor he knows that can, It is wild that he goes, all right, so can we just all give an apology to QAnon? Can we just give that apology? That they almost got it 100% right. Not 100. They got it 99.9% right. Yeah, I'll give them 40. What? Est-ce qu'on peut s'entendre pour s'excuser auprès de QAnon? Ils ont eu ça à 99%. Ils ont eu raison à 99%. Et c'est pour ça, finalement, qu'on voit, comme il y a des sorties, qu'encore une fois, là, Mendes France, qui est allé essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé à une émission française, Rudy Reichstadt, qui explique, qui sort en catastrophe. Ces documents ne valident aucun fantasme complotiste. Ta gueule, connard, là, genre, tout le monde réalise ce qui est en train de se passer. On va montrer, d'ailleurs, le clip de Mendes France, qui lui aussi, finalement, dit que parce qu'il y a des personnes qui disent sur les réseaux sociaux, qui disent « Non, Trump n'est pas derrière ça. » C'est pas. Non, ce qui a popularisé Jeffrey Epstein, c'est QAnon. Je m'excuse, puis ça, allons-y tout de suite. Le Mendes France qui dit que c'est le délire Epstein, là. Ben, ça vient de QAnon. Et c'est vrai, la viralité est partie à partir de QAnon. Oui. Et là, attendez, juste une chose. Donc, cet allumage dans l'imaginaire de la complosphère a été propulsé, catapulsé par le véhicule QAnon à l'international. Et il faut voir la puissance de ce référentiel dans cette mouvance et le rôle que la mouvance QAnon a pu avoir dans la politique américaine. Juste une chose, 2 chiffres. 18% des Américains ont cru, c'était des sondages de 2020, croient au délire QAnon. Dans lequel est encapsulé ce délire complotiste, Epstein. Plus de 30%.
Ah là 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 là, et ça, c'est du patinage artistique. Ils essaient de sauver les meubles. Ils sont en train de tout perdre. Et donc, et c'est ça. Et donc, comprenez un peu pourquoi on s'est fait attaquer la semaine dernière par Rudy Reichstadt. Pourquoi ils sont sortis contre Radio-Québec? C'est préventif, c'est une frappe préventive. On est en train de gagner en crédibilité. Il y a, écoutez aussi Mathieu Bock-Côté là-dessus. Mathieu Bock-Côté qui était, qui avait critiqué le complotisme et l'affaire Epstein. Il avait dit il n'y avait rien à voir. Et là, il retourne sa veste là-dessus. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, sachez que pendant des années, vous l'avez dit un instant, on nous parlait de théories conspirationnistes tout le temps à son sujet. Moi, je pense qu'une fois pour toutes, il va falloir qu'on se méfie de ce terme théorie conspirationniste, qui a surtout pour fonction de nous dire n'allez surtout pas regarder ce qui se cache là. Fuck. Sur ce terrain, théorie conspirationniste, c'est interdit. Les pédosatanistes qui dominent le monde. Mais au nombre de théories conspirationnistes qui, après coup, se révèlent vraies, ou à tout le moins contenaient une part significative de vérité, je commence à croire, selon la formule désormais convenue, que les fameux complotistes sont des gens qui ont simplement 1 ou 2 coups d'avance sur nous tous. Ça, c'est bon pour chacun d'entre nous. C'est pas juste moi, c'est chacun d'entre nous. Quand on s'est battu sur les réseaux sociaux, dans notre famille, on a eu l'air de fou et finalement, on a raison sur le fond. Et c'est énorme. Il y a des gens qui crachent dans la soupe, les hosties de Black Pill, j'ai envie de les étrangler. Et même Richard Martineau, c'est-à-dire à la télévision québécoise, à la radio et à la télévision québécoise, maintenant, il valide tout ça. Alors que j'ai été pendant presque 8 ans, ici presque 7 ans, vilipendé pour avoir dit exactement tout ça, pour avoir expliqué tout ça. J'aurais pu faire c'est l'armée digitale, exactement. J'aurais pu faire un montage de tous les articles de journaux sur Cossette Trudel, Radio-Québec, etc., QAnon, etc. Ils ont eu un reportage à Radio-Canada qui s'appelle Conspiration avec un Q, là, puis qui me mettait là-dedans comme un gars violent. Et la petite Brigitte Noël, je me demande comment elle se sent, la petite Brigitte Noël, là, avec... son cerveau avec 2 neurones. Ici, Martineau, finalement, qui valide, Richard Martineau, le journaliste Richard Martineau, qui m'a interviewé là-dessus, qui a trouvé que c'était ridicule, qui finalement valide tout ça. Comme vous, je suis fasciné par l'affaire Epstein. Je te dirais, Richard, il y a tellement de choses dans Epstein qu'on dit, ben non, c'est impossible, ça peut pas arriver. Et il y a des choses qui se confirment, que tu dis, ça n'a pas de bon sens. C'est comme un genre de théorie du complot qui souvent s'avère vrai. C'est assez incroyable. Flashback. Fuck. Trump vient faire le ménage. Pas juste ça, mais tous les réseaux de trafic de personnes et la corruption. Et on a eu un vent avec Jeffrey Epstein. L'arrestation de Jeffrey Epstein et les réseaux pédocriminels, c'est ça le sens réel de la présidence de Donald Trump. Alors tu me dis, pourquoi j'appuie Donald Trump? Ça, c'est une des raisons. Et ça s'inscrit dans le cadre du de l'information contre les médias qui sont contrôlés par l'État profond. OK, mais ça, c'est la théorie du complot solide. Comme vous, je suis fasciné par l'affaire Epstein. C'est vraiment ça. On nous avait... Tu sais, il me semble, il y a toute une gang de millionnaires puis qui se réunissent ensemble sur une île, puis il y a des jeunes là-dedans, puis là, tu te dis, ouais, donc c'est complètement far-fetch. Tiré par les cheveux. Les pédosatanistes qui dominent le monde. Mais c'est vrai, Christy. C'est vrai, là. C'est vrai, Christy. On remercie Vida Cronaco pour ce super montage. Et donc, ça commence, c'est ça, ça commence, les gens, à travers toutes les excuses, à travers les reconnaissances, il y a cette espèce de... Ouais, c'est presque un couronnement. C'est presque un couronnement. On n'est pas encore rendu là. Ça va prendre des arrestations, évidemment. Mais on va vous expliquer, c'est ça, finalement, avec la vision synoptique, la stratégie du camp patriote avec Epstein, parce qu'on ne pouvait pas y aller avec une stratégie à la Pizzagate. Ça a été tenté et ça a échoué, et donc il fallait une autre approche, et l'approche Epstein est complètement différente de celle de Pizzagate. Mais c'est ça, les fact-checkers sont en panique, et ce qui est sorti, c'est pas rien. Il y a déjà des démissions, ici, comme je l'ai dit, il y a des démissions supplémentaires. Morgan Sweeney démissionne de son poste de chef de cabinet de Starmer, admettant que la décision de nommer Mandelson était erronée. Il a nommé Lord Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis. Lord Mandelson qui avait une relation très près de Jeffrey Epstein, un petit peu comme Prince Andrew, peut-être un peu moins, là, mais un petit peu comme Prince Andrew, on le voit ici en petite culotte. Même chose avec Jack Lang. Jack Lang, dont
Roger, qui a, en tout cas, sur qui pèsent des soupçons de, pas juste de pédophilie, mais d'actes sordides sur des jeunes au Maroc, dans un espèce de local du Parti socialiste qui s'appelle le Corail, où un jeune a été retrouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau d'excréments, etc. Et je pense que c'est Roger Hollande qui l'a affirmé. Il dit « Venez m'arrêter si c'est faux, j'ai les preuves, etc. » Mais Jack Lang, on le voit ici avec Jeffrey Epstein, l'ex-ministre français Jack Lang, contraint de démissionner de l'Institut du monde arabe. Le gars était immuable, on ne pouvait pas le déplacer. Il était de tous les dîners diplomatiques. D'où tenait-il son influence? Il était invité partout, un petit peu comme Jeffrey Epstein, c'est toujours invité partout, bien connecté, sans réellement qu'on sache pourquoi. Et là, il vient de démissionner finalement. Il ne voulait pas démissionner et on l'a contraint de démissionner. Donc, il y a des démissions, il y a déjà des impacts sur... les révélations ont déjà des impacts, mais ce n'est pas, évidemment, c'est juste des démissions. Évidemment, on sait que c'est pas juste on veut pas juste des démissions, on veut des arrestations, mais c'est quand même une bombe, comme le dit Philippe de Villiers. On montre Philippe de Villiers, justement, qui dit que c'est du lourd ce qui a été balancé. Que pensez-vous de ce méga scandale? Alors, en fait, tout le monde tremble. J'en connais des gens qui tremblent, mais bon, je ne citerai pas de nom, mais simplement je voudrais dire que ça tremble partout. Pourquoi? Parce que ce qui est à venir, c'est du lourd. Là, il n'y a que 10% de documents qui ont été défrichés, qui ont été expertisés. Ce qui est à venir, c'est du lourd. Donc, on est seulement à la 3e phase de déclassification. Ce qui s'en vient, c'est du lourd. Et là, tout le monde tremble parce qu'Epstein était une des personnes les plus connectées au monde. Il rencontrait tout le monde aux États-Unis, en France, etc. Il a, je pense, rencontré Macron. Il recevait des coups de téléphone. On lui envoyait des courriels, on lui faisait des demandes. Il connaissait, il était connecté partout. Et donc, c'est toute finalement la superstructure qui est menacée. C'est pour ça qu'il dit que les gens tremblent, parce que on voit déjà les conséquences. Là. La superstructure est menacée, et notamment les Rothschild. Hein, les Rothschild, vous voyez ici, parce que Jeffrey Epstein travaillait pour les Rothschild, hein, comme Macron. Donc, ici, vous voyez, dans son courriel à Peter Thiel, il dit, comme vous... Jeffrey Epstein qui écrit à Thiel dit « Comme vous le savez, je représente les Rothschild », dit Jeffrey Epstein à Peter Thiel, le gars de Palantir. Là. Donc, dans les courriels qui ont été déclassifiés, il y a beaucoup de correspondance entre Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild. Apparemment, c'était elle, son contact dans la famille. Là. C'est elle qui gérait Jeffrey Epstein, Ariane de Rothschild. Et ce qui est en train de se passer, juste là, les yeux se retournent vers les Rothschild, qui sont essentiellement derrière l'opération Jeffrey Epstein. Et vous le voyez ici, donc, Ariane de Rothschild qui écrit à Jeffrey Epstein « Super, est-ce que tu as eu les vidéos des filles que je t'ai envoyées? » Là, il répond « Non, je n'ai pas reçu ça. » Il y a aussi d'autres courriels où est-ce que Ariane de Rothschild demande à Jeffrey Epstein qu'est-ce qui se passe avec un certain Dieudonné. Hein? On m'a envoyé un vidéo d'un politicien français qui s'appelle Dieudonné, qui se moque des Juifs et de l'argent, etc. J'aimerais discuter de ça avec toi. Et ça, c'était le 20 décembre 2013. 2-3 semaines plus tard, Emmanuel Valls commence à taper sur Dieudonné. Comment Valls tente de faire plier Dieudonné par tous les moyens. Vous voyez, donc, il y a comme ces espèces de courroies de transmission entre la superstructure, des ordres qui sont donnés et des politiciens qui obéissent. Et partout sur les plateaux, si vous écoutez ce qui se passe sur les plateaux, là, en France, j'ai vu beaucoup de j'en ai regardé beaucoup, là, beaucoup de personnes sur les plateaux, autant à gauche qu'à droite, se disent « Ouais, il y a cette espèce de super élite en haut qui décide tout, qui sont complètement au-dessus de la population, ils sont au-dessus des politiciens, ils ne se mêlent pas avec le peuple, c'est des coups de fil qui se passent, ils vivent dans leur monde, ils ont comme des yachts et des villas, et ils vivent dans leur propre société, et
les gens prennent conscience de la superstructure. Imaginez l'énormité de ça, le potentiel. C'est comme la validation du complotisme, vous comprenez? On se rend compte que les Rothschild appellent Jeffrey Epstein qui connaît genre des personnes à l'Élysée. Finalement, après ça, Valls fait pression pour faire bannir Dieudonné en France. Je me rappelle, moi, de l'entrevue que j'ai donnée justement à Brigitte Noël sur Q, etc. Puis elle disait, elle a eu, si vous la regardez, c'est sur YouTube encore, ça s'appelle Conspiration par enquête là, de Radio-Canada. Et il disait, elle m'a répondu à un moment donné, mais penses-tu vraiment que les politiciens ont le temps de faire des complots comme ça ou de penser à des stratagèmes comme ça? Elle était tellement conne et tellement naïve, là, ça n'a pas d'allure. Et on prend les coups à ce moment-là. Là, tu es devant, tu es en entrevue à Radio-Canada, puis là, elle dit ça, puis là, tu as l'air d'un complotiste, etc. Sur le coup, tu ne sais pas trop quoi répondre, puis finalement, avec le temps, ça nous donne raison et elle a l'air d'une hostie tarte. OK? Donc, et là, ici, vous voyez, c'est même Kirill Dmitriev, l'envoyé de Vladimir Poutine, de toutes les négociations, c'est son... Je ne dirais pas que c'est son bras droit, mais disons, c'est comme... il y a Lavrov en politique étrangère, il y a Lavrov qui est le ministre des Affaires étrangères, puis le numéro 2, on pourrait presque dire, c'est Kirill Dmitriev. Dans les relations avec l'Occident, là, c'est Kirill Dmitriev, c'est lui qui retweet tout le temps du Q, et ici, vous avez Fall of the Rothschild, la chute des Rothschild, parce que ils sont dans les courriels d'Epstein. Et c'est pas juste ça, vous voyez, rappelez-vous encore une fois, comme validation de QAnon, les Rothschild sont mentionnés à des dizaines de reprises dans les courriels, pas dans les courriels, mais dans les drops de Q. Notamment ici, vous voyez, comme Rothschild, etc. On parle de Rothschild, de Soros. Qui est sous le microscope? Qui est sous les projecteurs maintenant? Ce sont les Rothschild. Soros aussi, devant le Congrès, il y a des audiences pour savoir de quelle façon ils interfèrent avec la démocratie américaine. Donc, vous avez Rothschild, Soros. Vous avez ici, on parle d'Epstein. Qui vénère Satan? Qu'est-ce qu'un culte? Puis là, on parle de l'île d'Epstein. Qu'est-ce qu'un temple? C'est un endroit où on vénère quelqu'un. Et puis, combien de niveaux peuvent exister sous le temple? Tu sais, des niveaux, là. Et là, on dit... who are the puppet masters? Have the puppet masters traveled to the island? Qui sont les marionnettistes? Parce qu'on dit Epstein n'est qu'une marionnette. Tout le monde dit, Q le disait, Epstein est une marionnette et c'est des personnes en haut qui donnent des ordres à Epstein, etc. Des personnes qu'on pourrait soupçonner, des personnes comme Ariane de Rothschild, etc. Parce qu'il travaille, il l'admet, il travaille pour les Rothschild. Je représente les Rothschild, puis son contact, c'est elle. Fait c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, je représente les Rothschild. Puis après ça, il y a des courriels avec elle. Puis là, mais finalement, tout ça pour dire que les Rothschild ont été dans le collimateur de Q et donc de Trump, hein, parce qu'il s'est collé sur Q, il l'a validé à des dizaines, si pas des centaines de reprises. Et donc, c'est ça ce que vous voyez, c'est la chute des Rothschild. Notamment, rappelez-vous, ceux qui étaient là à l'époque, quand Q a commencé à attaquer les Rothschild directement en les pointant du doigt, etc., et que les Rothschild ont vendu certaines de leurs propriétés dans la forêt noire en Allemagne et tout. C'était à l'époque, on suivait ça de près. Donc, vous les voyez ici, le cartel bancaire international, les Rothschild, cult leaders, hein, on dit cult leaders, c'est eux qui mènent le culte. Donc, ce qu'affirme Q, c'est que le culte dont on parle sur l'île d'Epstein, les personnes en haut, les puppet masters, les marionnettistes, ce sont les Rothschild. Et là, on est juste dans les premières phases de la déclassification, mais il faut le faire doucement. Tu ne peux pas le faire tout d'un coup comme Pizzagate. Là, on répand le nom. Et là, il n'y a pas juste 1% des internautes qui sont intéressés. Ah, les Rothschild, etc. Là, tu as du public général qui commence à allumer. Là. Ah, les Rothschild, ouais, ils ont un lien avec Epstein et tout. Et donc, c'est ça, c'est énorme. Et quand je dis qu'il y a des stratégies pour faire sortir ça, je respire pas assez, là. Les maîtres d'Epstein sont les richissimes promoteurs du sionisme. Ouais, ils sont liés à la création de l'État d'Israël et tout. Et donc, comment tu peux... il faut que tu ménages la chèvre et le... Si tu es Trump, il faut que tu ménages la chèvre et le chou parce que tu veux, en même temps, tu veux comme la paix des accords d'Abraham, puis tu veux comme détruire la tentacule internationale
des Rothschild et tout. Vous comprenez? Là, c'est compliqué. C'est pas, les gens pensent que c'est simple. C'est comme c'est un jeu d'équilibriste. Là. Il est pris avec ça. Mais donc, c'est ça. Stratégie de divulgation à la Pizzagate. Lors de Pizzagate, comme je l'ai expliqué en début de Web Journal, la totalité, à l'époque, c'est en 2016. J'étais là, je suivais la campagne de Donald Trump 5 heures par jour. J'écoutais ses discours, j'écoutais ce que les gens disaient. Quand Pizzagate est sorti, j'étais là. Okay? Pizzagate, c'est Julian Assange qui a, rapidement, là, c'est pas les Russes qui lui ont donné ça, c'est un interne, c'est-à-dire c'est quoi un intern en français? Un stagiaire. En fait, je ne pense pas que c'est un stagiaire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille dans les technologies de l'information au Parti démocrate, Seth Rich, qui a donné les courriels de John Podesta, l'aide de camp de Hillary Clinton et l'ancien chef de cabinet de Bill Clinton. Il a remis les courriels de John Podesta à Julian Assange. Et Julian Assange les a rendus publics. Et dans les courriels de John Podesta, on voyait que c'était du satanisme, c'était genre des spirit cooking dinners, des trucs avec du sang, avec du sperme. Il y avait des images sordides d'enfants dans des positions bizarres et toutes sortes de la pédophilie, du trafic d'enfants. Et il y avait des mots-clés qui ont été validés par le FBI par la suite, comme walnut, sauce, etc., hot dog et tout ça, qui dans un contexte je ne veux pas refaire tout le truc. J'ai fait une émission là-dessus qui s'appelle 8chan Pizzagate, Assange dévoile les rituels de l'élite. Mais à l'époque, c'est ça. Donc, ça a été le scandale durant la campagne de 2016 et ça a fait très, 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 très mal à Hillary Clinton parce que c'était son directeur de campagne qui explosait comme ça et on voyait l'horreur sataniste au sein du Parti démocrate. Et ça a été complètement mis à terre par les médias comme du fake news, comme des conspirations sur Internet. La totalité des talk shows s'est moquée de cette histoire-là. La totalité des médias traditionnels se sont moqués de Pizzagate en disant que c'était une théorie de la conspiration, alors que les courriels étaient valables, ils n'ont jamais été remis en cause, etc. Même la presse ici, vous voyez, comme Clinton, pédophilie et une pizzeria, la fausse rumeur qui sévit sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on sort la vérité, c'est pas parce qu'on sort la vérité que ça va sortir. Regardez avec Brigitte Macron, par exemple, il y a cette histoire probablement fausse, où Brigitte Macron, je ne sais pas pourquoi je suis super nerveux aujourd'hui, cette histoire, Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, etc. Et donc, il y a apparemment toutes les preuves pour montrer que Brigitte Macron est un homme, mais on est capable, avec des poursuites devant les tribunaux, avec des arrêtés gouvernementaux, etc., et la complicité des médias, de faire taire une histoire complètement. Ils ont ce pouvoir-là, tant avec Pizzagate qu'avec je vous donne des exemples, que Brigitte Macron, d'éteindre complètement, avec c'est ça. Les talk shows s'en moquent. Ils ont des personnes invitées qui vont détruire ça dans les émissions de divertissement. La presse participe. Et ça n'arrive jamais au public. Le public qui dort n'a jamais l'impulsion de douter, de dire, ouais, et même pour ceux qui disent, ouais, c'est peut-être possible, ça semble un effort, c'est un trop gros effort d'aller à l'encontre de la trame narrative officielle. Pour beaucoup de personnes qui ont leur travail, les enfants, etc., de devoir accepter d'accepter un truc comme ça et de devoir défendre ça auprès des amis, devant les collègues, c'est tellement lourd que les gens refusent et s'auto-conditionnent en se disant c'est pas possible. Ça, vous comprenez, c'est comme dans la Matrice quand Morpheus dit les gens préfèrent dormir, c'est très difficile de réveiller les gens, etc. Parce qu'ils ont peur des conséquences d'aller. Les gens ont peur des conséquences de croire quelque chose. Parce que si tu crois à quelque chose, tu vas devoir prendre une action. Je l'ai déjà expliqué ça, tu vas devoir défendre tes opinions. Et donc, ils s'empêchent d'avoir des opinions controversées pour ne pas avoir à les défendre. Ça, c'est soit de la paresse intellectuelle ou de la couardise. Okay? On n'a pas ça à Radio-Québec. Même chose avec le dossier du trou. On a expliqué ici dans Pédocratie sataniste, il y a un web journal d'il y a 2 ans et demi, on a expliqué, on a sorti toutes les
le dossier de police de l'affaire du trou avec des meurtres, sacrifices d'enfants, tortures, etc. C'était des déclarations de victimes validées par la police, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier du trou? Rien. Ça a été, encore une fois, mis en boîte, etc. Non, c'était des exagérations, des élucubrations. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants sortent et font des déclarations? Ils exagèrent, c'est de l'imagination, etc. Et donc, comment faire sortir vous comprenez où est-ce que je m'en vais. Donc, ici, les médias opèrent un travail de détournement. Et finalement, l'action politique devient impossible. Et donc, il ne fallait pas tomber dans le piège de ça avec Jeffrey Epstein. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait décrédibiliser complètement l'ancienne structure informationnelle et créer de nouvelles courroies de transmission. Donc, il fallait, et c'est ce que Trump fait depuis 2016 avec les fake news, les médias, etc. Il décrédibilise les médias, les médias qui ont une crédibilité en chute libre aux États-Unis, et créer des structures alternatives comme notamment le rachat de X, création de Getter, Rumble, etc. Et donc, à partir du moment, et après ça, tu crées un effet, à partir du moment où est-ce que tu as décrédibilisé l'ancienne structure qui va éteindre ta tentative de sortir de l'information pertinente, et que tu as créé une nouvelle structure où les gens peuvent migrer pour partager la vraie information, ça c'est numéro 1. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas avec un effet boule de neige. C'est déclassification 1, déclassification 2, déclassification 3. En 3 étapes. Tu crées un scandale. N'allez pas le voir, etc. Trump a les mains propres et tu crées un scandale, etc. Et c'est comme ça que tu réussis finalement, contrairement à Pizzagate, qui a été une dump d'un seul coup et qui a été évacué. Tu crées un truc qui est inarrêtable. Et finalement, ce n'est pas toi qui le sors, c'est les gens qui le demandent. Et là, partout, les gens déchirent leur chemise pour dire « nous voulons la… » parce qu'ils pensent que Trump est dedans. Finalement, Trump n'est pas dedans. Et il y a plein de personnes qui se sont d'ailleurs excusées à Trump, comme cet avocat à Piers Morgan qui disait Trump, il y en a plein là, cet avocat à Piers Morgan qui disait que Trump était dans les dossiers Epstein et que Trump était un pédophile, etc. Il a dû s'excuser en direct. My question wasn't that you made a mistake. My question was that you lied. You just perpetrated a willful lie to denigrate Trump and accuse him of being probably the most heinous allegation you can make about any man is he was part of a global human trafficking operation, you said, twice. It's very clear the president was not involved with any criminal activity. He was just extremely close with Jeffrey Epstein, who had been doing this for a very, very long time. And I think that the president has every right to prove to everybody that he is completely innocent, and there's a lot of evidence that will show that he's innocent, which I maintain that he is. Actually, he doesn't have to do anything. Finalement, il s'excuse, là, etc., etc. Mais vous comprenez un peu tout ça. Mais Trump a eu l'air, le gars est obligé de s'excuser. Mais qu'est-ce que Trump a fait? Trump a tiré les flèches sur lui. Hein. Il l'a dit dans des discours, là, je vais prendre toutes les flèches pour vous. Il attire sur lui l'opprobre et finalement, c'est comme quand il se fait arrêter avec le mugshot. Il y a comme un effet miroir et on l'a vu aussi, même chose avec l'effet miroir, avec ce retweet controversé. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Comment on crée une stratégie de viralité, ça c'est lui qui s'excuse ici. Ton ami, tu crées une fausse chicane avec ton ami Elon Musk qui dit Trump est dans les dossiers Epstein. On se rappellera la barmaid anorexique qui a sauté là-dessus pour dire boum, Trump est dans les dossiers Epstein. Oui, son nom apparaît, mais comme les gens qui ont dit qu'il faisait du trafic humain ont dû s'excuser. Et aussi comme cette vidéo qui a été partagée, qui est une vidéo, là j'ai juste la devanture ici, c'est une vidéo de 1 minute où il y a 57 secondes. Il y a 57 secondes sur la fraude électorale. Je ne me rappelle plus dans quel état, peut-être à Atlanta ou dans le côté de Fulton, je ne me rappelle plus. C'est comment on peut pirater les machines. 57 secondes, ça c'est comment on crée une viralité. Là. 57 secondes de ça. Et à la toute fin, tu as un truc controversé où on voit les Obama en singe. Et là, ce que ça fait, ça attire l'attention. Tout le monde va voir la vidéo, doit se taper la totalité de la minute avant d'arriver à la fin, le 3 secondes à la fin controversé. Et donc, il passe son message. Et j'ai expliqué ça à de nombreuses reprises, comment Trump crée de la viralité. C'est-à-dire, j'ai expliqué la campagne de 2016, comment il faisait un discours fleuve
sur la politique étrangère, l'économie américaine, sur l'emploi, sur Make America Great Again et tout ça. Et à la fin de son discours, il donnait comme un 3 secondes qui semblait controversé. Puis là, Hillary Clinton tombait là-dessus et faisait une semaine sur le racisme, le sexisme, l'homophobie de Trump. Et donc, les démocrates ne faisaient que parler de racisme, sexisme, d'homophobie de Trump, alors que Trump, lui, ne parlait que d'emploi, etc. Et les gens s'en foutaient à la fin. Je vous ai expliqué ça plusieurs reprises, ceux qui suivent Radio-Québec depuis longtemps. Et c'est la même chose ici. Vous voyez exactement ce que j'ai dit quand je vous ai expliqué comment il opérait dans la campagne de 2016 avec une déclaration controversée à la fin d'un discours fleuve. Lui parlait aux Américains, alors qu'Hillary Clinton ne parlait pas aux Américains. Et il a fait exactement ça ici. Tu as 1 minute au complet sur la fraude électorale et tu as un truc controversé à la fin. Et il y a Joe Biden. On voit Joe Biden aussi en singe dans la version longue. Kamala Harris en tortue à 4 pattes, c'est-à-dire à 4 pattes à terre, etc. Mais ça, c'est comment on crée de la viralité. Je n'ai pas de commentaires outre mesure à faire sur ce truc-là. C'est comme quand j'ai expliqué à de nombreuses reprises comment Trump voulait se faire photographier dans le bureau ovale avec les leaders de la communauté noire. Et les médias n'auraient jamais parlé de ça. Ils ignoraient complètement tous les trucs de Trump. Et il a dû créer de la controverse pour que les médias, finalement, parlent de cette rencontre avec les leaders de la communauté noire. Il a fallu que sa directrice de communication, Kellyanne Conway, se fasse photographier avec les pieds sur le divan afin que les médias en parlent. Si elle n'avait pas eu cette bourde, les médias n'en auraient pas parlé. Donc, Trump était capable de se faire photographier dans le bureau ovale avec des leaders de la communauté noire parce qu'il y avait une bourde. S'il n'y avait pas eu cette bourde-là, ça n'aurait pas été possible. C'est comme ça qu'on crée de la viralité. Ce que je veux expliquer, c'est que le gars, il sait comment créer de la viralité, comment créer du buzz, du clickbait, de l'effet Streisand. Ne regardez pas ici créer de la controverse, du scandale pour attirer l'attention. Et c'est ce qu'il fait avec Jeffrey Epstein. Et ça a réussi parce qu'on est passé d'un phénomène qui n'était connu que de 1% des internautes. C'était du conspirationnisme aigu à un phénomène maintenant planétaire dont tout le monde parle. La totalité des salles de presse parlent de Jeffrey Epstein. La totalité des émissions d'affaires publiques parlent de Jeffrey Epstein, etc. Et parlent de cette, comme je le disais tout à l'heure, de cette espèce d'élite qui vit entre elles au-dessus de nous, etc., et qui confirme la théorie de la conspiration, les élites qui font des trucs sordides, etc. Ça valide les complotistes, comme dit Mathieu Bock-Côté, ça valide la théorie QAnon, ça valide... Et donc, c'est ça, c'est un peu comme ce drop-là. La troisième étape, il y a eu l'étape avec les cartables, et après ça, il y a eu la deuxième étape où est-ce qu'il y a une couple de personnes qui sont démissionnées, je pense que c'était au mois d'octobre. Et là, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est la validation, et là, il reste les arrestations. On s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Et elles vont venir, les arrestations. Pourquoi elles vont venir? Bien parce que vois-tu la stratégie de Donald Trump? Là, je viens de te l'expliquer. Je viens de te l'expliquer, là. Pourquoi il ferait tout ça s'il n'y avait pas... vous voyez comment il opère? Il contourne tout. C'est magnifique. C'est encore une fois un chef-d'œuvre de diplomatie. Il a les mains propres et il est capable de sauver sa diplomatie avec Netanyahou au Moyen-Orient tout en faisant les révélations. C'est un jeu d'équilibrisme. Un jeu d'équilibriste parfait. Okay? Et donc, depuis 2015, on rappellera ceux qui doutent, depuis 2015, Trump n'a cessé d'alerter le public sur Epstein. Depuis 2015, on va vous montrer le clip tout de suite. Ça, c'était durant la campagne de 2015-2016. On était là, on les a vus, les clips, on était devant nos téléviseurs, je vous les montre. Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island. Donc, ton opinion sur Bill Clinton, lui demande Sean Hannity. Il dit, c'est un gars super, mais il va avoir beaucoup de problèmes avec ce qui s'est passé sur l'île d'Epstein. Jeffrey Epstein. A lot of problems. Beaucoup de problèmes. Well, I think he's got a problem. I mean, I don't know, but that island was really a cesspool. There's no question. Il dit, Bill Clinton va avoir des problèmes. Cette île-là était vraiment un égout à ciel ouvert. About it, just ask Prince Andrew. He'll tell you about it. The island was an absolute cesspool. So, demandez au prince Andrew qui a démissionné de toutes ses fonctions royales. Là, demandez à prince, cette île-là était un égout comme on n'en a jamais vu.
Friends And of he's yours, been there right? for many The times. Clintons are friends Well, of I yours. can't say friends, but I know You're them. friendly. You know them. They play at my clubs a lot. I have clubs, and everybody likes to play Are you at my saying there's clubs. a political problem for her if she runs for president? It could be a political problem. Et ça pourrait être un problème pour Hillary si elle se présente à la présidence. Et ça a été évidemment un problème. Les 2 semaines avant l'élection de 2016, en octobre 2016, il y a des vidéos qui sont sorties, notamment de Steve Pieczenik, etc., qui expliquaient que Bill Clinton avait pris l'avion de Jeffrey Epstein 27 fois, etc., etc. Ça aussi, c'est rentré dans Hillary Clinton. Mais, donc, Trump qui parle de ça depuis 2016, et dès 2017, Jeffrey Epstein est nommé dans au moins 40 ou 50 drops de Q. Hein, je ne sais pas si je les ai à quelque part ici. Ça a été un thème récurrent. Donc, la divulgation des crimes, l'arrestation et le démantèlement du réseau Epstein est un des thèmes centraux de l'opération Q. Vous comprenez? Trump qui valide Q régulièrement, là, qui repose du Q ici, vous le voyez avec le Q sur son collet. On l'a parlé à plusieurs reprises, là, c'est comme ça, c'est un après l'autre. Donc, Trump qui, lui-même, en tant que candidat, a parlé de l'île d'Epstein, il n'y avait pas à le faire. Quand Sean Hannity lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de Bill Clinton, il aurait pu complètement évacuer le sujet de l'île d'Epstein. Pourquoi il a ramené ça sur la table? On lui repose la question quelques mois plus tard, il ramène l'île d'Epstein. Donc, c'est Trump qui parle, qui sensibilise le public à Jeffrey Epstein. Après ça, divulgation. Quand l'opération Q commence, c'est Epstein, Epstein, Epstein. Dès les premiers drops, au début du mois de novembre 2017, c'est Epstein, Epstein. Et ça continue à travers toute l'opération. Et donc, pourquoi semble-t-il faire... Alors, pourquoi, s'il parle... autant de Jeffrey Epstein dès le début, etc. Pourquoi maintenant il semble hésiter, etc. Tu sais, c'est oh non, il n'y a rien là-dedans, n'allez pas voir. Mais on l'a tout expliqué, c'est l'effet Streisand. Tu crées un scandale, tu attires les regards, etc. Tu maintiens aussi tes contacts avec tes amis. Tu sauves la face devant tes amis parce que, comme le dit le représentant Thomas Massie, Trump protège ses amis. Donc, allons-y avec Thomas Massie. It's that simple. Why do you think he is working so hard? Oops. It's that simple. Why do you think he is working so hard not to get them released for so many months? What do you think the real reason is? These files implicate billionaires and friends of his and political donors that he's trying to protect. And Epstein also had close ties to our own intelligence agencies and Israel's intelligence agencies. That's why there's so much effort in trying to stop this. And I do believe they'll try to stop it somewhere else. And that's going to backfire on them too. So the president... Voilà. Donc, Trump qui est entouré de personnes dont il pourrait avoir besoin pour tel ou tel dossier, je veux dire, a les mains propres, se lave les mains. C'est pas lui qui va faire tomber tel ou tel magnat, etc. Ce ne sera pas une vengeance politique, ce ne sera pas une trahison non plus. Ça va être le peuple indigné qui le demande avec l'aide du Congrès. Les personnes que Trump qualifie de morons. Dernière minute, le représentant Thomas Massie affirme que le président Trump l'a traité de crétin aujourd'hui pour avoir lutté pour réduire les dépenses, mettre fin à l'aide étrangère et exposer les trafiquants sexuels. Trump l'a traité de crétin. On comprend très bien que c'est une fausse chicane. Ici, vous avez Michael Flynn Jr. qui défend Thomas Massie, le fils du général Flynn qui défend Thomas Massie. Il dit que c'est un républicain impeccable qui vote à 90% toujours du côté du parti sur toutes les lignes importantes du parti. La seule fois où est-ce qu'il ne vote pas en faveur du parti, c'est pour l'intervention militaire et ou les trucs liés à Jeffrey Epstein. C'est un républicain impeccable, Thomas Massie. Comme Marjorie Taylor Greene, les deux, c'est MAGA, mais c'est comme... Trump se sert d'eux pour faire sortir les dossiers sans qu'il ait à se salir les mains. Et donc, si Trump veut protéger ses amis, pourquoi en parle-t-il depuis 2015 et pour quelle raison en a-t-il fait une promesse de campagne? Le scandale égale viralité, etc. Vous comprenez que c'est ça, c'est un jeu d'équilibriste.
Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben c'est ça, parce que ce que tu veux, c'est atteindre tous tes objectifs. Tu veux à la fois mettre Israël en boîte pour avoir la paix au Moyen-Orient et faire sortir, triompher la justice et faire sortir les dossiers Epstein. Tu veux faire les deux. Et il y a des personnes qui vont devoir tomber. C'est pas toi qui vas les faire tomber. Tu vas avoir les mains propres là-dedans. Ça va être le crétin Thomas Massie qui va avoir demandé ça et l'indignation. Mais c'est Trump qui va avoir créé la dynamique quasi insurrectionnelle qui demande la sortie des dossiers Epstein. C'est parce que Trump crée ce genre de dynamique sociale-là. On vous l'a expliqué. OK? Il faut que ça vienne du peuple. Ça ne peut pas venir de Trump, il faut que ça vienne du peuple. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai expliqué mille fois, vous comprenez? OK? Donc, il y a aussi, donc, c'est ça, dans les dossiers Epstein, il y a juste, finalement, je vais montrer un dernier truc. On parle un dossier Epstein, vous voyez comme ici, il parle de tunnels, n'est-ce pas? Et il y a aussi, c'est ça, Vladimir Poutine qui dit le nouvel ordre mondial vénère Satan. On peut y revenir, mais on parle de tunnels ici. Qu'est-ce qu'il y a sous le temple? Il y a des tunnels, ils en ont parlé à plusieurs reprises ici. Q en a parlé dans plusieurs drops, les tunnels sous le temple d'Epstein. Hein, regardez 2013, ça c'est l'Instagram de Rachel Chandler, qui est une des entremetteuses d'Epstein. On la retrouve d'ailleurs dans les documents qui ont été déclassifiés. On la voit ici avec Bill Clinton, on la voit avec NMN, on la voit avec, c'est pas elle avec le Prince Andrew, je pense que c'est une autre, mais on la voit avec Paris Hilton, etc., etc. Vous avez aussi d'autres, des images, les enfants ici dans les croix, dans les pentagrammes, c'est des trucs qu'on trouvait dans les courriels de John Podesta et le compte Instagram de Comet Ping Pong Pizza. C'est ça, le Pizzagate, là, c'est des trucs comme ça. Et Rachel Chandler qui est mentionnée dans les courriels de Jeffrey Epstein, mais sur son Instagram, à Rachel Chandler, on voyait justement des images de trucs souterrains, comme des escaliers, des trucs comme ça. Tu vois, c'est Rachel Chandler. Et Q a publié ça. Q a publié le drop 3401 le 9 juillet 2019. Je pense qu'il y avait un drop précédent de ça, mais... Donc, on parlait de tunnel et ça a été un thème dont j'ai parlé ici dans un web journal de 2018, de mai 2018. Je parlais des tunnels sous Jeffrey Epstein. Je vous montre un extrait de ça. Ça, c'est évidemment, ce web journal-là m'a été reproché par le journal Le Devoir. On disait que, genre... C'est en utilisant ce web journal-là qu'on disait que j'étais un conspirationniste parce que, regarde, il y avait cette espèce de truc avec Marina Abramovic, les Spirit Cooking Dinner, l'art de John Podesta, les salles de torture, les enfants attachés. Vous voyez la petite fille en rouge attachée. Et en bas, c'est Marina Abramovic avec Lady Gaga qui sont prétendent être en train de manger un cadavre, etc., etc. Je parlais de tout ça en 2018 et ils me sont tombés, le journal de Le Devoir m'est tombé dessus en disant que j'étais un conspirationniste, parce que, mais je vous montre donc la séquence où est-ce que je parle des tunnels de Jeffrey Epstein. Vous voyez, on en parle ici. Là. Donc, il dit, vous voyez, comme, regardez. Donc, Epstein, le post 3140, Epstein, le donjon sous le temple, sexe et torture, des salles de sexe et de torture. On le montre ouvertement dans les médias sociaux. Ça, c'était le truc de Rachel Chandler ici. On voit aussi ici, pourquoi est-ce que Epstein a dépensé 29 millions de dollars pour enterrer les tunnels sous son île et son temple? Est-ce qu'ils ont laissé des téléphones à l'intérieur? Ces gens sont stupides, comme dit Q, parce qu'ils ont laissé des téléphones cellulaires rentrer. À partir du moment où on laisse un cellulaire rentrer, la NSA, les patriotes sont capables de faire une cartographie des lieux et de savoir qu'est-ce qui se passe, d'écouter, etc., etc. Et donc, je vous montre ce que j'en disais. En 2018. Je l'ai mis. C'est toujours le moment du web journal où est-ce que Alexis cherche son... My question wasn't that you made a mistake. No. My question was that you lied. You just perpetrated a willful lie to denigrate. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez-moi. Voilà. Qui montre les souterrains
sous le domaine, dans l'île de Jeffrey Epstein. Hein. Et la plupart de ces caméras-là filmaient ce qu'on appelait des dining rooms, hein, des salles à manger. Et si vous voyez un petit peu qu'est-ce que Marina Abramović ici fait avec Lady Gaga, il y en a plein d'autres images comme ça. J'aurais pu en montrer des milliers de ce genre de spirit cooking. Là. Bien, ça, c'est la version. On parle des tunnels sous l'île. On parle des tunnels sous l'île. Et ça a toujours été controversé. Tu n'as pas de preuve de ça, Alexis. Bien, dans les courriels, j'ai été content de trouver que dans les courriels de Jeffrey Epstein, les tunnels sont confirmés. Vous avez ici, donc, à Peggy Segal, donc, dit que les membres du staff dorment toujours dans les tunnels. Après ça, ici, il y en a d'autres. On dit Gensler had direction from teams that added tunnels to the office below the main house. Ils ont eu la direction d'ajouter des tunnels sous le bureau de la maison principale. Et vous avez ici, encore une fois, des plans où est-ce que des véhicules et des sheds et des tunnels, etc. Donc, les tunnels sont confirmés dans les courriels. Et il n'y a pas que les courriels qui confirmaient ça. Il y a aussi quand Jeffrey Epstein savait qu'il était sur le point d'être arrêté ou il a commencé à avoir des doutes, etc., il a commandé du ciment pour faire remplir les tunnels. Et donc, vous avez ici Jeffrey Epstein ships 40 000 livres de ciment, livres British Pounds, là, la livre anglaise. Ça, c'est le Sun. Jeffrey Epstein a fait transporter 40 000 pour 60 000 $ ou 50 000 € de ciment à l'île pédophile quelques semaines avant d'être arrêté, avant son arrestation. Vous avez ici aussi, Jeffrey Epstein s'est fait expédier une déchiqueteuse de 24 kg et un extracteur de moquette et de carrelage selon les registres maritimes. Et ici, Jeffrey Epstein a fait livrer un camion-citerne de ciment d'une valeur de 100 000 $ sur l'île des pédophiles 3 semaines avant la publication des révélations accablantes, payant la machine à l'avance pour qu'elle arrive plus vite, tandis que les experts affirment qu'il aurait pu littéralement dissimuler des preuves. Ah oui, il a fait couler du ciment dans les catacombes sous l'île d'Epstein. Mais tout ça pour dire que finalement, les catacombes sont vérifiées ici dans les courriels eux-mêmes. Voilà. Donc, tout se confirme. Tout arrive à point à qui c'est attendre, c'est tout ça, là. Et rappelez-vous, quand je me suis pointé c'est l'émission, c'est les francs-tireurs, c'est ça. Aux francs-tireurs, puis j'ai lancé ce boulet. Il m'avait invité, tu sais, je me rappelle, il cherchait quelqu'un pour défendre Trump. Il avait pris 3 personnes. Il avait pris le maire de Louisville, qui est un vieux monsieur caricatural, et puis, tu sais, comme enraciné, et puis un agriculteur, ou juste et quelqu'un du terroir. Et puis, ils avaient pris un autre, Tristan Soro-Sainte-Mars, et il y avait moi. Ils avaient pris moi. Là, je me suis dit, c'est mon moment. Je veux dire, je vais pas, tu sais, je me suis senti exactement comme quelqu'un à qui on donne genre une bombe, comme un ballon de football, là, puis tu dois traverser tout comme au rugby, là, pour déposer le ballon dans le camp adverse puis faire sauter le truc. C'est comme ça que je me sentais. Et dès que j'ai eu la chance, j'ai parlé de ces... J'ai sorti justement le truc sur le sens de la présidence de Donald Trump, l'arrestation de Jeffrey Epstein et les réseaux pédosatanistes. Et quand je suis parti et là, il y a l'autre gars qui était comme supposé être le gars plus raisonnable, Soro-Sainte-Mars. Il a dit, si vous voyez l'émission complète, il dit à Martineau, il dit, là, je pense que je ne veux plus continuer, je veux arrêter l'émission. Il voulait arrêter l'émission parce que j'étais allé trop loin. Et là, finalement, on a continué, puis ça a été très froid. On est parti, mais le truc, ce que je veux dire, c'est que ça m'a coûté cher de faire cette espèce de toucher, hein, de partir avec le ballon. Puis ce toucher-là m'a coûté cher en termes de réputation, en termes de... Ouais, dans la vie en général, mais ça a payé à long terme. C'est-à-dire que si vous savez que quelque chose est vrai, vous l'affirmez. Si vous savez que quelque chose... soyez pas comme ces personnes dont je parlais un peu plus tôt dans le web journal qui ont peur d'avoir une opinion parce que s'ils ont une opinion, ils devraient la défendre et ils ont peur des conséquences sociales de défendre des opinions. Nous, on n'a jamais eu peur à Radio-Québec de défendre des conséquences sociales de nos opinions qui, à un certain moment, étaient controversées parce qu'on savait qu'on avait raison. Je m'explique très mal, là, mais... On n'a jamais eu peur des conséquences sociales de nos opinions.
contrairement à la plupart des gens qui sont paresseux intellectuellement, on n'a jamais eu peur des conséquences sociales de nos opinions et on est toujours parti avec le ballon. On est toujours parti avec le ballon, puis même quand c'était controversé, on a essayé de livrer la marchandise. Ça nous a pété dans la face à une couple de reprises, mais à long terme, c'est toujours bénéfique. C'est comme si les trucs nous donnent raison à long terme et donc... pour tous les soldats digitaux, n'ayez pas peur de vos opinions. C'est ça, on pourrait dire, c'est comme, on fera éventuellement, c'est quoi le code du soldat digital? Là? Il y a le code Trump, puis il y aura le code du soldat digital. N'ayez pas peur de vos opinions. Arrangez-vous pour que ce soit sourcé, soyez convaincus. À partir du moment où vous êtes convaincus, que c'est vérifiable, sourcé, que vous avez comme, pas juste partager quelque chose rapidement, mais partez avec le ballon, puis n'ayez pas peur d'aller faire des touchés. OK? Voilà. Donc, est-ce que j'avais autre chose? Ça, c'était Massy, les tunnels. Je pense que c'est ça. Hein? Et donc, surtout qu'on est... C'est ça. Il y a d'autres trucs qui sortent, mais je ne vais pas y aller avec les vidéos. Rappelez-vous l'actrice Roseanne qui est revenue sur le fait qui avait dénoncé à l'époque justement le pédosatanisme dans l'industrie du divertissement, chez les élites, etc. Elle est de confession juive, entre autres. Et elle dit genre, j'ai payé un prix très lourd pour avoir dit la même chose que ce que Nicki Minaj dit, la chanteuse Nicki Minaj qu'on voit ici avec Donald Trump. Elle a fait son coming out pro-Trump. Elle dit, dans une série de posts cette semaine, elle confirme tout le truc du pédosatanisme. Elle dit, hein, dans l'industrie du divertissement, incluant moi-même, j'ai pratiqué des rituels sataniques où des enfants d'autres pays ont été mutilés et tués comme une forme de sacrifice de sang à leur Dieu, etc. OK? Donc, elle admet elle-même qu'elle a vu ça, qu'elle a participé à ces... Et là, Roseanne qui dit... C'est énorme, je ne comprends pas comment ça fait qu'on a... Normalement, ça devrait faire la une des journaux. Nicki Minaj dit que... C'est une grosse star, mais Nicki Minaj, c'est pas comme... C'est pas comme Bob qui joue de la guitare, là. Elle a des millions d'albums vendus, c'est les Grammys, c'est tout, là. C'est énorme. Et donc, Roseanne Barr qui la retweet en disant « J'ai payé un prix très fort pour avoir dénoncé exactement cela ». Ça va en prendre combien pour que les gens allument? Il y a l'acteur, lui aussi juif, Isaac Cappy, qui a joué dans Thor et dans, je pense, Terminator, qui a dénoncé la pédophilie et les rituels sataniques à Hollywood avant de se suicider, entre guillemets, après avoir dit qu'il n'était pas suicidaire. Il y a le producteur Paul Rice, John Paul Rice, on avait montré son témoignage il y a à peu près 2 ans, qui disait lui aussi trafic d'enfants, pédosatanisme à Hollywood. On a tous les clips de ceux-là, on a les clips de tous ces gens-là. Donc ici, le banquier Roland Bernard, qui dit aussi, lui, qu'il a vu des sacrifices d'enfants à une élite luciférienne. Il explique tout ça dans une vidéo, le sacrifice d'enfants à une élite luciférienne. Rappelez-vous, tout le dossier du trou. À un moment donné, c'est comme combien de temps le Rudi Reichstadt et Mendes France vont continuer à nier ces trucs. Ils vont défendre les pédos. C'est littéralement ça. Ces gens-là sont des ordures. Hein? Il y a cette actrice-là aussi qui est sortie en disant « They eat human flesh ». Comment elle s'appelle, elle? C'est l'actrice, le mannequin Gabriela Rico Jiménez. Après un party de l'élite, elle est sortie en disant « Il mange de la chair humaine » et elle a disparu. Après ça, on ne l'a plus jamais revue. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais tout ça pour dire que ce qui est en train de se passer présentement, on est dans la phase de consolidation où ce qu'on savait depuis longtemps commence à avoir de la structure, de la forme et de la crédibilité. Hein? Donc, comme je le disais ici, crédibilité et impact, le Rubicon est franchi maintenant. De plus en plus de personnes en parlent. Il y a un effet boule de neige. Qui est à l'origine de tout ça? C'est Trump. C'est Trump qui déclassifie. Trump signe la publication des dossiers Epstein. Même si les noms sont caviardés, ça va être la phase 4. Et il y a encore une fois, il y a l'acolyte de Trump, on pourrait dire, Thomas Massie, qui dit qu'il va
avec l'autorisation des victimes, publier les noms. Où est-ce qu'il dit ça ici? I'm ready to do that if the victims want me to. They believe that the best way to get justice is to force the DOJ to release these names. I've already read one name in a committee with the FBI director there. Donc, il dit qu'il va révéler les noms si les victimes le veulent, etc., etc. Et donc, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Et voilà, donc, ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, on va faire un petit récap tout à l'heure, mais tout ça pour dire que si on a été capable de tenir de 2019, de 2018 à 2019, puis d'aller à la télévision en portant cette espèce de bombe-là sur les francs-tireurs, puis après ça, continuer, c'est parce que vous nous avez maintenus à flot. Donc, ça vaut quelque chose. Cette espèce d'effet viral où les gens commencent à comprendre, où on se fait attaquer en premier par Guillaume Lepage, de Tout le monde en parle, Martineau, etc. On prend des coups, mais on est capable de continuer parce que vous nous avez appuyés. Vous nous avez appuyés. Il y a des gens qui ont cru en Radio-Québec. Et là, on est capable de changer, parce que c'est une guerre de l'information. On est en train de changer le monde et ça se fait par des organes comme Radio-Québec. Et les gens qui nous soutiennent permettent ça. Et donc, vous savez comment le faire. Il y a comme différentes façons de le faire. Par la poste, le transfert Interact, on donne toutes les par carte, etc. Mais si on n'avait pas eu, il y a des gens qui nous soutiennent depuis 7 ans, hein, depuis peut-être 8 ans. Les gens qu'on voit les noms, ça fait 8 ans qu'ils sont là. Imaginez, c'est la dette qu'on a envers eux. Tout le monde fait sa part. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens puis qui partagent. Partager aussi, c'est important parce que juste sur Twitter, on est massivement shadowban. C'est comme, il faut que moi-même que je retweete manuellement à toutes les 20 minutes mes affaires. Sinon les vues ne décollent pas. Là. C'est comme il y a une espèce de pression sur mes tweets pour pas que ça lève. Puis c'est comme, il faut que je retweete pour faire lever ça un peu. Mais tout ça, c'est ça, c'est pas possible. Radio-Québec, ça n'aurait pas été possible sans l'appui de centaines de personnes qui ont cru en nous. Et ça a un impact. Regardez où est-ce qu'on est rendu. On était des conspirationnistes ridicules. Et là, maintenant, on a comme littéralement pignon sur rue. On a raison, on est en train de changer les choses. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va être des héros. Nous tous ensemble. S'il n'y avait pas eu Radio-Québec, imaginez si tout ça, ça aurait été comme rien, là. Zéro. Il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait pas eu de QAnon en tout cas, ça aurait été comme compliqué, QAnon dans la francophonie, ça n'aurait pas eu le même impact. Le Epstein, tout ça, même la COVID et tout. C'est important, c'est important. Je pense qu'on a un réel impact. C'est important de nous appuyer. Si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et on remercie ceux qui le font. On remercie pour tous ceux, au nom de tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Les gens qui ne peuvent pas, et puis voilà. Mais tout ça pour dire que, comme je le disais, pour faire un petit recap avant la fin, Pizzagate comme une leçon à propos de quoi ne pas faire pour faire sortir la vérité du pédosatanisme et tout, là. Et donc, prenant les leçons de Pizzagate, créer un système complètement différent pour faire sortir la vérité d'Epstein, détruire les anciens médias, créer des nouvelles structures, faire produire une espèce d'effet viral, comme il a fait avec cette vidéo-là, où est-ce qu'on a 3 minutes à la fin. Tu crées un scandale, ce qui attire les regards, tu dis n'allez pas regarder, avec l'effet Streisand, tu magnifies ça. Ce que je veux dire, c'est que ce web journal-ci essaie d'expliquer d'une façon mauvaise qu'est-ce qu'ils ont changé depuis le Pizzagate pour faire en sorte que la vérité sorte. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que ça fonctionne parce que, contrairement à Pizzagate qui a été massivement décrédibilisé, maintenant, c'est sur toutes les lèvres, c'est sur tous les plateaux de télévision, toutes les émissions d'affaires publiques. Les Rothschilds sont ciblés. La structure est en train d'être démantelée. En tout cas, ils ne peuvent plus opérer comme ils opéraient. Ça, puis on n'est même pas encore rendu aux arrestations. Et donc, tout ça pour dire aussi que Trump doit, en tant que politicien, doit à la fois avoir les mains propres et obtenir et réussir son opération. Il s'attelle à la tâche de démanteler le réseau Epstein depuis 2015, sensibiliser le public depuis 2015 dans ses interventions personnelles, après ça avec QAnon, etc. Et là, il y a eu l'arrestation de Jeffrey Epstein. Après ça, il y a eu la divulgation des dossiers. Tout ça s'opère sous Trump. OK? Et il est capable de le faire tout en ménageant certaines personnes très riches et aussi certaines personnes autour de peut-être Netanyahou, etc.,
il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie, le bon grain de l'ivraie. Il s'arrange pour que d'autres personnes le fassent à sa place afin qu'il puisse maintenir des rapports diplomatiques et obtenir la paix au Moyen-Orient, qui ça aussi c'est un gros prix. Hein. C'est comme, imaginez, c'est un mégalomane, il veut tout faire. Il veut à la fois sortir les révélations Epstein, démanteler le réseau, faire en sorte que ça ne se reproduise jamais, punir les coupables et sauver sa politique au Moyen-Orient, les accords d'Abraham, la création d'un État palestinien, etc. C'est impossible, c'est mégalomane, c'est comme on se demande comment il va réussir. Mais finalement, c'est ça, la stratégie, c'est ça, c'est de réussir tout en même temps. Okay? Donc, c'est justice versus diplomatie, les mains propres versus vengeance, éviter que ce soit une vengeance politique, etc. etc. Éviter de tomber dans les pièges dans lesquels le Pizzagate est tombé, donc développer une stratégie différente pour la divulgation du dossier Epstein, etc. etc. Et finalement, mais qu'est-ce qui à court terme, qu'est-ce qui se passe? C'est que les complotistes avaient encore raison. Les gens s'excusent auprès de QAnon et les lanceurs, les fact-checkers sont en panique. C'est la raison pour laquelle ils nous attaquent et que les Black Pills sont revenus. Ils ont lâché RFK, là, puis là, ils sont sur Epstein. Là, il ne se passe rien, etc. Alors qu'il y a des démissions et tout. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. C'était un petit peu plus laborieux comme web journal, mais c'est ça. On ne sait jamais comment ça va partir et tout. En tout cas, je pense que vous avez compris le message principal. En tout cas, on remercie encore une fois ceux qui ont fait une contribution au web journal de Radio-Québec au nom de tous les soldats digitaux. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon dimanche prochain pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. All right? Ciao.